Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre grande interrogation du jour, Mali, scandale du marché des passeports vers le procès des contrats léonins, c'est notre grande interrogation. On parle bien sûr de ce scandale du marché des passeports au Mali. La société civile annonce d'ailleurs une plainte contre Jean-Yves Le Drian et sans oublier son fils Thomas Le Drian. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, qu'une affaire d'attribution de marché des passeports dans laquelle est impliqué le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, risque de faire mouche dans les prochains jours. Une organisation de la société civile malienne a porté plainte et surtout devant la justice. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est dans le collimateur de la société civile malienne en ce qui concerne le marché des passeports. En effet, une organisation dénommée le mouvement Maliko a annoncé, bien sûr, son intention de porter plainte, ce qui est d'ailleurs fait, contre Thomas et Yves Le Drian pour leur implication dans l'attribution du marché des passeports maliens. Les Maliens s'apprêtent à amorcer un tournant décisif de leur histoire dans la relation entre le Mali et la France. En effet, l'organisation décide de porter plainte contre le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour le rôle qu'il a joué dans l'attribution frauduleuse du marché des passeports maliens, car ce dernier, alors ministre de la Défense de la France, avait usé de son statut pour obtenir des marchés publics au Mali, a indiqué d'ailleurs les initiateurs de cette plainte au terme d'une réunion tenue d'ailleurs du côté de Bamako, capitale malienne. Eh bien, selon les propos des responsables au mouvement Maliko, un collège d'avocats a été mis en place pour la rédaction de la plainte. La même chose est faite en France pour le même exercice devant les juridictions françaises. Il faut préciser par ailleurs que Thomas et Yves Le Drian sont priés de se présenter devant le tribunal de la commune 3 de Bamako. Ce sera le 20 juin 2022. Pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec Patient Parfum d'Homme, homme politique et surtout panafricaniste dans l'âme. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn Goss, bonjour à nos nombreux téléspectateurs de cette belle initiative Panafrican TV qui ne fait que monter, c'est quelque chose de très important et nous en sommes heureux de constater que l'offre médiatique en ce qui concerne cette bataille médiatique dans laquelle nous sommes lancés depuis plusieurs décennies ne fait que s'étoffer et s'étoffe de manière qualitative, c'est ça qui est le plus important et nous espérons que Panafrican TV va continuer à être au service, n'est-ce pas, de la jeunesse africaine surtout parce que c'est elle en réalité qui va être décisive dans les batailles à venir. Et c'est pour cela que ce qui se passe au Mali, avec cette décision du peuple malien, il faut le dire comme ça, cette frange du peuple malien qui a décidé de porter plainte à ce gangster politique, j'ai nommé M. Le Drian, et son fils, qui ont toujours cru que l'Afrique va rester un espace où il suffit de venir de Paris. Alors, hier encore, c'était Papa Madi. Oui. Mais maintenant, c'est Papa m'impose. Et ça, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse mettre fin à de telles pratiques sur notre continent. Donc, je dis félicitations à cette association, félicitations à la jeunesse malienne, félicitations à toute la jeunesse africaine qui de plus en plus prend conscience, n'est-ce pas, de ce tournant décisif dans lequel nous sommes actuellement. Et nous espérons que cela fera tache d'huile et que les différents brigands et gangsters politiques qui sont de côté de l'Occident vont finir par comprendre que l'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour des gens à la moralité douteuse comme ce monsieur Le Drian et son fils. Et ce n'est que quelque chose que nous attendons avec beaucoup d'émotion, mais surtout de détermination pour qu'enfin on puisse commencer à respecter non seulement nos institutions, mais aussi les différents peuples que nous composons. Une chose est sûre, je le dis tout de suite maintenant, il faut qu'on le sache, l'unité politique de notre continent en marche et il est de manière irréversible. Voilà. Merci pour cette invitation. Merci à vous et à vous également, Patient Parfum d'Homme, d'être là avec nous ce jour. Mali, scandale du marché des passeports vers le procès des contrats léonins. C'est notre grande interrogation. Le procès, on va le dire comme ça, Jean-Yves et Thomas Le Drian sont priés de se présenter devant le tribunal de la commune 3 de Bamako. Ce sera le 20 juin prochain. Je vous pose dans cette question. Tout de suite, commençons par là. Vont-ils se présenter? Le problème, nous le savons très bien, c'est pas qu'ils se présentent ou pas. Oui. Le problème, c'est que l'acte a été posé de manière irréversible. C'est une première en Afrique.
On avait toujours souhaité de voir au niveau de notre continent certains brigands, comme je les appelle, être estés en justice ici pour des comportements de barbarie, de sauvagerie qu'ils ont eu à commettre chez nous. Mais dans le cas de M. Le Drian, la grande gueule qui ne cesse d'essayer de présenter la dignité africaine que représente le gouvernement de transition malien aujourd'hui comme une horde, une bande, n'est-ce pas, de dictateurs, d'usurpateurs de pouvoir, de gens illégaux et illégitimes qui trônent à la tête d'un État comme le Mali. Ce qui se passe, c'est qu'on découvre le vrai visage de ces individus qui tentent de se passer pour des gens qui sont capables de faire la morale aux Africains. Oui. Monsieur Le Drian, en l'occurrence, est là dans une position extrêmement dangereuse. Mais arrêtez, c'est ce qu'ils ont toujours été, ils n'ont jamais cessé de l'être. Mais d'autant plus dangereux que vous voyez un ministre des Affaires étrangères qui est censé entretenir une coopération avec un pays tiers, mais qui met en avant dans le package de cette soi-disant coopération ce qu'ils ont appelé les partenaires ou bien alliés naturels de la France, des espèces d'accords et de contrats qui sont d'une nocivité incroyable. Est-ce que vous savez ce que c'est la constitution de passeport biométrique et de carte d'identité biométrique de toute une nation, de tout un État, tombé comme ça entre les mains de tiers, oui, comme c'est le cas de Thomas Le Drian, le fils de l'autre? Cela veut dire en réalité que sur le plan de la sécurisation d'un certain type d'informations qui sont extrêmement importants pour la projection à la fois économique, sociale et culturelle d'un pays, ces données sont à la main d'un individu qui peut les vendre à qui il veut. Vous savez, il y a un marché noir de la vente des données, n'est-ce pas, de ce type-là qui se passe sur le plan mondial. Nous, on voit seulement l'aspect que, bon, ce n'est pas normal que M. Le Drian se soit octroyé ce marché qui est quand même lucratif, mais au-delà de ce marché lui-même, oui, oui, c'est le contenu, c'est-à-dire que la valeur des données de tout un pays comme le Mali. Vous savez très bien quand vous allez faire, par exemple, je prends un exemple pour le cas dentaire, on vous amène, on a votre taille, on a votre poids pratiquement, on a maintenant comme c'est biométrique, des données, oui, des données, n'est-ce pas, biométriques, ce n'est pas seulement les empreintes, mais même vos yeux, on connaît les caractéristiques générales de l'individu que vous êtes de quelle ethnie, machin, vous venez de quel, et tout cela. Finalement, en un clic, quelqu'un, je sais, basé dans un désert peut-être de Texas, il a l'entièreté de la composition, n'est-ce pas, essentielle de ce pays. Donc, il peut faire ce qu'il veut faire. Il peut actionner un bouton à gauche ou à droite. Je vous dis, à l'heure où nous sommes sur ce plateau, il se passe des expériences incroyables dans certains pays occidentaux vis-à-vis des Noirs. C'est-à-dire qu'on recrute des Noirs. C'est déjà un programme dont j'oublie le nom, qui existe déjà dans l'armée américaine. Oui. On les recrute, on les fait vivre en vase clos et on les observe. Et on catégorise. Il est un Bantou qui vient d'Afrique du Sud. Tel est un Bantou qui vient d'Afrique centrale. L'autre est un, je ne sais pas, Noloti qui vient de Rwanda. Et l'autre, il vient de l'Afrique de l'Ouest. Et face à des problématiques données, à des expérimentations données, on voit comment vous vous comportez. Et en fonction de ça, les gens étudient nos comportements. Ils étudient nos réactions vis-à-vis du danger, comment on exprime le bonheur vis-à-vis d'une situation, comment on exprime les émotions de détresse, etc., etc. Et en fonction de ça, ils vont fabriquer une panoplie de choses. À chaque fois, pendant les guerres, pendant des situations, ils vont les créer pour déstabiliser, déstructurer complètement nos sociétés. Vous pensez que c'est un hasard, mais tout rien ne se passe au hasard dans ce monde, dans cette guerre dans laquelle nous sommes impliqués par devers nous. C'est ça, parce que l'homme africain n'a jamais souhaité faire partie des confrontations aussi de cette brutalité, de cette sauvagerie que nous constatons. Quand la Maison Blanche, je n'ai pas oublié le Drian, mais c'est pour vous montrer les connexions qu'il y a dans cette affaire-là, décide de changer de porte-parole. Madame Puskas, je crois, on la met de côté, on vous met votre sœur noire. Oh, tout le monde applaudit, c'est une noire qui a enfin un porte-parole de la Maison Blanche, mais ce qu'on ne vous dit pas très tôt, c'est que c'est une lesbienne. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut atteindre comme objectif. C'est de vendre à nos jeunes filles qui ont le cerveau blanchi depuis cramé complètement, que voilà le sens de la réussite. Vous voulez réussir? Voici le chemin. C'est ce qu'a expliqué que même dans un pays comme le Cameroun, on a vu une dame, avocate de première heure, qui était même un peu adulée par certains, se lancer dans ces... Dans la lutte contre la sécurité? Non, dans la protection
De l'homosexualité. De ces valeurs qu'on tente de nous, de ces contre-valeurs qu'on tente de nous vendre aujourd'hui comme les nouveaux droits de l'homme. Mais sur la base de quoi? Sur la base d'une certaine étude, elle n'est pas éco-historique, avec M. Lupolo Jola, qui a introduit ces pratiques dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère sociale. Pourquoi? Il faut continuer de dominer l'homme entièrement. Donc, au-delà du caractère de gangster, de bandit, n'est-ce pas, M. Le Drian et son fils, il y a, in fine, un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations qui sont extrêmement vitaux pour nos pays qui seront en des mains des non-africains. Alors ça, nous ne devons plus absolument l'accepter. Oui. Cela n'est pas seulement valable pour le Mali, il est valable pour l'ensemble de nos compatriotes sur le continent. Un individu, par exemple, comme M. Nicolas Sarkozy, n'a que de boxe. Après avoir commis ce qu'il a commis en Libye, en détruisant un pays florissant, en assassinant à Mondiovision le guide libyen, qui était le nouveau leader de la vision panafricaine, on a vu M. Nicolas Sarkozy, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas intéressant, c'est chez lui, bon, mais aller dans un pays comme la République du Congo, être reçu en grande pompe, faire des conférences où il était payé pratiquement en diamant et retourner tranquillement chez lui. Sans qu'une association dise, mais oui, on va faire, comment vous appelez ça, une procédure d'urgence sur le plan juridique. Il y a un nom là. Une plainte. Une plainte, et que rapidement, là, on arrête ce criminel. Parce que Nicolas Sarkozy, c'est un criminel de guerre. C'est le minimum qu'on puisse dire. Mais non, les Africains croisent les bras. Soit disant parce qu'il a été invité par le président congolais Denis Sassou Nguesso, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc je dis bravo à cette association malienne. Je pense que nous sommes qu'au début de ce grand virage que nous sommes en train de prendre et que de plus en plus, les gens vont tourner la langue deux fois avant de se prononcer sur l'Afrique. Ils vont réfléchir par deux fois avant de prendre certaines décisions qui sont extrêmement néfastes pour l'avenir de notre continent et de nos enfants. Mais surtout, ils comprendront que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Et c'est ça qui est important. Et il faut qu'il y ait ces démarches, mais il faut aussi que nous puissions être assez intelligents. Oui. Contrairement à ce que certains pensent, c'est vrai, nous avons gagné la bataille de l'opinion, ça se voit, vous l'avez vu le week-end passé au Tchad, mais il faut matérialiser cette bataille de l'opinion. Et pour cela, il faudra qu'on use de beaucoup d'intelligence et de ruse. Parce que je peux vous le dire, l'Occident est en train de jouer son avenir. Et comme un lion blessé, ils vont donner des coups de sabre à des endroits inattendus parce que pour eux, c'est une affaire de vie ou de mort. Effectivement, il faut qu'ils trouvent qu'en face de leur prétention à vouloir nous réduire encore à l'état d'esclave, un certain nouveau paradigme s'est créé, une certaine organisation s'est créée, de la carapace, je ne sais pas, de tortue qu'on avait, c'est un dôme de fer à quel ils vont faire face maintenant avec le sabre et ils pourront compter sur la détermination de cette jeunesse-là, qui s'organise de jour au jour. Organisation, vous avez vu que là, dans le cas précis de cette plainte contre M. Le Drian et son fils, ce n'est pas l'État malien, oui. C'est une association, la société civile qui a pris ses responsabilités pour porter plainte. C'est ce que je demande. Je dis, organisons-nous dans différents secteurs. Au lieu de laisser le mouvement Maliko seul, que les autres organisations panafricaines à travers notre continent, qui sont d'accord avec cette initiative, viennent en aide au secours de cette organisation-là, pour que justement elle puisse avoir les moyens, pour que justement elle puisse conserver sa détermination dans ce qui va se passer. Parce que je vous le dis, vous et moi peut-être on n'a pas ce problème, mais beaucoup de nos frères ont ce problème encore. Il y a les hésitations. J'écoutais encore quelqu'un ce week-end au cours d'une petite soirée qui était organisée par un ami qui me disait, oui mais parfait, je vous regarde, je vous admire, mais vous allez trop loin, parce que sachez qu'il y a demain. Pour vous et vos enfants, les portes de l'Occident risquent d'être fermées. Je dis, nous en sommes conscients, pleinement conscients. Et c'est pour ça que nous luttons pour que ici, dans notre pays et sur notre continent, qu'on puisse trouver des palliatifs alternatifs de qualité, de telle manière que nous et nos enfants, on n'ait plus envie d'aller en Occident pour faire quoi que ce soit. Et nous sommes capables de le faire. Et cela passe par cette guerre que nous avons lancée pour la reconquête de notre souveraineté. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il fut un temps justement sur le continent africain où quelqu'un arrivait, d'ailleurs dans les présidents de la République, pour déclarer « Papa m'a dit ».
Finalement, c'est resté dans les mémoires, on va le dire comme ça, d'hommes, d'Africains, qui se sont demandé pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait sur le continent africain et dirait « Papa m'a dit ». Finalement, c'est Papa qui m'a imposé. On nous fait savoir d'ailleurs, parlant de ce scandale du marché des passeports du côté du Mali, que Ibrahim Boubacar Keïta avait été sous pression et que Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre français de la Défense, avait tout mis en œuvre pour imposer son fils. Tout à l'heure, vous parliez de « Papa m'a imposé ». Est-ce que nous sommes encore dans le papa m'a imposé en 2022? Mais c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent que cet environnement, ce climat, mais surtout cette réalité continue sur notre sol. Et malheureusement, de plus en plus, ils sont face à une autre réalité qui leur dit que ce n'est plus possible. C'est ça la France-Afrique en réalité. Oui. Ça fait partie, c'est l'un des démembrements de ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est passe-droit-là. Cette pression qu'ils mettent sur leurs obligés pour qu'on puisse décider des pans entiers de notre souveraineté. Parce que cette affaire-là, ça fait partie de ce que nous appelons notre souveraineté. Oui. Mais pourquoi cela est possible? Cela a été possible parce que dans la plupart des cas, ceux qui sont aux affaires ou bien qui étaient aux affaires ont été là ou bien sont là parce qu'ils ont été imposés par eux. Et en contrepartie, on les ouvre les boulevards, oui, n'est-ce pas, pour arracher des pans entiers, non seulement de certaines affaires, mais aussi de certaines souverainetés qu'ils doivent confisquer. C'est une bataille qui ne dit pas son nom, parce que je fais un petit crochet, on voit la guerre d'Ukraine et les gens voient seulement les armes qui tombent. Mais au-delà des armes, il y a une bataille économique et culturelle monstrueuse qui est en train de se passer. Quand on sanctionne la Russie, comment la Russie essaie de trouver des parades pour non seulement bloquer ces sanctions pour qu'elles n'aient pas un caractère nocif sur son économie, mais surtout pour profiter justement de ces sanctions comme un jeu de cartes, n'est-ce pas, pour reprendre le poids de la bête et retirer son économie vers le haut. Utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes que nos dirigeants, nos intellectuels doivent mettre en place pour essayer de s'en sortir. Mais, une fois de plus, je pense sincèrement et sérieusement que pour qu'on ait moins à se dépenser, pour qu'on ait moins de temps, de manière récurrente, à être face à des ennemis puissants, mais surtout qui se sont bien nourris de la bête, entre guillemets, que nous étions hier, oui, il faut que nous soyons capables de créer des synergies. C'est pour ça que je parle de l'unité politique de notre continent. Il faut faire tout ça maintenant. Il ne faut plus que le Mali soit seul, ou bien une association quelconque malienne soit seule vis-à-vis de la France. Parce que s'attaquer à M. Le Drian et à son fils, c'est s'attaquer à Paris. Et aujourd'hui, on voit dans le contexte mondial que s'attaquer à Paris, c'est s'attaquer à tout l'Occident. Qu'est-ce qui peut expliquer fondamentalement que des pays qui étaient encore neutres comme la Suède et la Finlande aujourd'hui soient enclins à rentrer dans l'Europe? C'est parce qu'en réalité, M. Poutine a déchiré la belle toche du roi, le roi est nul. Et il montre aux yeux du monde que ces gens-là, ils ont un projet de domination éternelle du monde. Ça ne repose sur rien d'autre que cela. Et pour cela, pour que nous soyons capables de résister et surtout de porter des coups assez importants à ces gens-là, il faut que nous nous mettons ensemble. Il faut se mettre ensemble. Moi, cela n'a aucun caractère raciste, ce que je dis. Mais je dis, nous ne pourrons pas réussir sur notre coup si nous ne tenons pas la main. Il y a un proverbe chez moi que c'est Gwana Gwana Bliambingyol. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous, si vous n'êtes pas comme ça, bien soudés, vous ne pouvez pas créer une toiture qui va protéger toute la maison. La toiture va s'envoler d'un moment à l'autre, au moment de petits vents. Mais si vous êtes bien soudés, vous êtes bien armés, c'est-à-dire que le link là, sérieusement, on est convaincu que quelle que soit la bourrasque qui arrivera, la toiture pourra résister et protéger les enfants de la maisonnée. Donc, c'est ça, notre Afrique. Notre Afrique a besoin de cette toiture. Je veux dire, les fondations, ils sont déjà là. Mais maintenant, nous avons besoin de ces murs et de cette toiture pour pouvoir vivre dans notre maison Afrique en toute harmonie, être capable, non seulement pour nous et nos enfants, mais aussi d'accueillir les étrangers qui seront de passage sur notre continent, parce que c'est ça, l'humanisme panafricain. Nous ne sommes pas là pour rejeter qui que ce soit, mais les corsaires et autres brigands de toutes sortes, n'est-ce pas, ces pilleurs qui descendent de ces négriers, comme c'est le cas de M. Le Drian, on leur dit non, nos portes vous seront fermées, parce que nous avons retenu les leçons de l'histoire. Nous ne pouvons plus continuer d'accepter que des gens qui n'ont aucun respect pour l'homme noir
aucun sens, n'est-ce pas, du respect de notre dignité, continuer de prospérer sur notre continent sur le fallacieux prétexte qu'ils auraient les parapluies, les godasses de Paris. C'est terminé. Et c'est ce message que nous devons l'envoyer. Je pense que c'est ce message que cette association est en train d'envoyer, non seulement à la France, mais au monde entier. Et vous allez voir, c'est là où le bas blesse. Là, j'ai l'habitude de dire nous avons encore du pain sur la planche. Une information aussi capitale que celle-là. Oui. Regardez les médias. Vous avez les débats ce week-end. Je prends le cas de Cameroun. Combien de médias se sont intéressés en dehors des médias panafricains ce volet? Non. Les gens sont encore dans les débats de, je ne sais pas quoi, rabougris du coin de la cuisine. Oui, le ministre des Finances a frappé tel autre a protégé tel autre. Qu'est-ce qu'on a foutu avec? C'est du menu fruitin. C'est des choses qui vont se régler de manière dynamique parce qu'un nouveau paradigme aura été créé. Mais c'est ce que les gens refusent. Je ne dis pas qu'on fasse pas ce débat. Mais on ne peut pas accorder ce débat une place en réalité à l'échelle des préoccupations et de l'ambition que nous avons pour notre continent, pour le peuple noir en général et pour l'homme africain que nous sommes, une position minimale. Il faut s'attaquer là où ça fait mal. Il faut taper là où ça fait mal. Parce qu'en détruisant cette France-Afrique, en détruisant ces rapports inégaux, en détruisant cette espèce de partenariatisme, de cet impérialisme occidental, nous allons détruire de facto l'ensemble des constructions nocives qu'ils ont mises sur notre continent. Et même notre économie se portera mieux, notre culture se portera mieux, et l'ensemble de nos enfants, même sur le plan scientifique, se porteront mieux. Mais tant que nous allons continuer à accepter des choses comme ça, parce que dans cette tentative-là de M. Le Drian, malheureusement, qui a fait flop, c'était de dire aussi qu'en Afrique, il n'y a pas d'intelligence capable de constituer, n'est-ce pas, des données biométriques pour leur propre peuple. Il faut que M. Le Drian... Ce qui empêche d'ailleurs aujourd'hui les États africains de fabriquer leur propre passeport. Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, on nous parle de transfert de technologie depuis les années 60. Il n'y a jamais eu de transfert de technologie. C'est toujours des entreprises étrangères qui sont chargées, on va le dire comme ça, d'effectuer les passeports. Monsieur, je vous ai dit, c'est une question de volonté politique, une fois de plus. C'est la nature des dirigeants que nous avons. Nous avons des filles et des fils africains qui ont ce know-how. Il suffit de les mettre ensemble, de donner un peu de moyens et puis c'est fini. Nous allons décoller. L'intelligence de l'Europe, c'est de reconnaître des valeurs, de les mettre ensemble comme des espèces de janissaires qu'on va mettre en avant au niveau des conquêtes chez les autres. Nous, nos propres valeurs, nos valeureux janissaires, ils sont piétinés. Vous avez reçu souvent sur votre plateau le docteur Jean-Paul Mbelek. Vous voyez le niveau qu'atteint Jean-Paul Mbelek. Mais est-ce que son pays se sert de lui? Non, c'est ça le problème. Donc, on semble ne pas voir la gravité de ces situations, mais ces situations sont terribles. Par moment, tu te poses la question, mais en fait, la lutte là, c'est pour qui? Si on se met, les gens ne peuvent pas avoir un peu de retenue pour reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire parce que nous avons déjà de la matière. Notre richesse, elle n'a pas que notre sol, notre sous-sol. Elle a aussi les intelligences que nous avons. Mettons celles qui sont disponibles au service de nos continents et de notre pays pour avancer. Cette affaire de biométrie, c'est quoi? Quel type d'informaticiens nous n'avons pas ici au pays? Quel type d'ingénieurs nous n'avons pas? Pourquoi on ne peut pas créer un petit hub de réflexion? N'est-ce pas? Même sur le plan de l'intelligence économique, en disant, oh les gars, mettez-vous ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Il y a tel domaine. Non, ils ne seront jamais consultés. Le monde petit truc, c'est de se retourner et regarder du côté de Paris, de Londres ou bien de Washington. Pire encore. Et c'est là où vous voyez le caractère d'organisation d'une mafia pour nous dominer. Si vous, par mégarde, vous êtes même un peu intelligent, vous avez un peu de sens patriotique, vous vous organisez pour donner un truc comme ça à un groupe d'Africains, et malheureusement, on n'avait pas de financement, le franc CFA revient, ce n'est pas notre faute, c'est une réalité. Le FMI et la Banque mondiale vont vous dire qu'ils ne financent pas le projet. D'où la nécessité de battre monnaie, d'avoir notre propre monnaie pour être en capacité, en fonction du cap qu'on se serait donné, de lancer un certain nombre d'initiatives sans dépendre de qui que ce soit. Et c'est ce que font tous les pays du monde. Même Poutine l'a compris. Il a dit, ah bon, ok, vous m'avez sanctionné, bravo. Maintenant, vous voulez mon gaz, mon pétrole, le charbon et d'autres, l'aluminium et le reste, vous allez payer en roubles. Si vous n'avez pas de roubles, vous payez en or. Point. Et tous les bavards
qui racontait que de toute façon on ne va pas payer en rouble. Tout le monde est en train de se battre pour trouver des roubles, pour acheter, parce que pour eux, c'est une affaire de vie ou de mort. Ça n'a rien à voir avec j'aime ou bien j'aime pas. C'est une réalité économique qui s'impose à toi. Parce que si tu n'as pas l'énergie qui vient de la Russie, ton pays, quelqu'un comme l'Allemagne, un pays comme l'Allemagne, j'aimerais bien voir comment cette affaire va se terminer. C'est pour cela que je dis, c'est ça la construction de la force. Il faut qu'on en arrive à cette construction de la force africaine pour qu'on puisse aller loin. Cette affaire de nos petits États-là, ces petits bantoustans, c'est pas une insulte, c'est une réalité dans laquelle nous sommes. Quelqu'un m'a envoyé, parfait, tu insultes beaucoup le Gabon, mais voici le président Ali Bongo dans sa voiture et dans le sous-quartier en train de prendre les doléances des citoyens. Bon, j'ai dit, bon, mon ami, vous aimez la comédie, mais quand est mort depuis très longtemps, donc on a eu les meilleurs comédiens qu'on a pu avoir, arrêtez la comédie. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Vous avez vu les Russes là, qui sont maintenant aux armées hypersoniques, fait de bruit. Ils se sont constitués en underground, ils se sont organisés. Mais c'est quand ils sont face à la difficulté que vous voyez que les gars, ils n'ont pas dormi. Ils ont produit le know-how qui crée le feu. Et nous, c'est quoi? C'est de faire des petites comédies. Un chef d'État en balade dans les sous-quartiers, il salue les gens, il leur demande des doléances. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? L'Afrique doit se reprendre en main. Parce que l'Afrique a cette intelligence-là. L'Afrique a cette capacité-là. Quand on reconnaisse les valeurs de nos filles et de nos fils, je peux vous dire que des questions comme ces contrats léonins vont disparaître, mais surtout, on pourra créer et constituer en Afrique des sociétés capables de nous fabriquer toutes ces données biométriques dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour qu'on puisse vivre heureux. Donc, bravo à cette association malienne. Vous avez tout notre soutien. Je lance un appel aux autres associations à travers notre continent de prendre attache avec cette association et de les soutenir fortement parce que c'est aussi ça la théorie de la tache d'huile. Il faut une petite goutte d'huile lâchée qui va se déposer sur le papier vierge et vous allez voir comment progressivement ça va finir par s'étaler. Voilà. Alors il faut au moins commencer quelque part. Donc là, en termes de réponse à cette agression sauvage, barbare de notre continent par ces corsaires, ne sais pas, ou bien ils nous font croire que les Vikings étaient les plus forts, mais moi je sais que nos ancêtres étaient les plus forts parce que l'homme noir est fort de nature. C'est une réponse et je dis à ces Maliens, bravo, en lançant un appel pour dire à notre frère, venez en soutien à cette association, c'est comme ça qu'on va gagner. Si on laisse le Mali seul, cette charge-là sera trop lourde pour leurs frères les épaules, parce que n'oublions quand même pas d'où vient le Mali. Mais je sais que ce peuple a des ressorts culturels assez costauds et qui vont permettre à ce qu'il puisse tenir à nous de suivre seulement cette nouvelle dynamique sur le plan concret, sur le plan des actions concrètes, pour que rapidement on puisse créer un nouveau paradigme du continent. Et je crois que c'est possible. Et c'est pour cela que je rigole quand j'écoute M. De Grian, l'homme qui essaie avec ses lunettes de faire comme mon ancien maître de corps primaire. Il prend des Africains encore comme des petits niais, c'est terminé. Et bravo. Patient, parfaitement avant de sortir justement de cet entretien, je vous poserai donc la question, jusqu'à preuve de contraire du côté de l'Hexagone, eh bien, on a accueilli cette plainte avec beaucoup de doutes. Et ils considèrent d'ailleurs que les autorités maliennes sont illégitimes, illégales, usurpatrices et tout ce qui va avec. Jusqu'à preuve de contraire, c'est une fuite en avant ou bien parce que ces gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités? Monsieur Ngos, lors des 2 derniers votes au Conseil, à l'ONU, là, contre la Russie, Madame Ursula von der Leyen, je crois que c'est ça. Oui, c'est son nom, Ursula von der Leyen. Voilà. Elle était dépassée, elle s'est offusquée, elle a dit c'est pas possible. Depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes? Elle a demandé de sanctionner les États africains. Et elle a demandé qu'il faut qu'on sanctionne les États qui ne sont pas allés dans le sens du vote de l'Occident. Mais l'interrogation, depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes? Ça dit tout. Ça dit tout. Pour ces gens-là, nous sommes encore de grands enfants. C'est ça le problème. Mais ils peuvent continuer à le dire parce que c'est un de nos décideurs du moment. C'est comme ça que j'appelle les chefs d'État. Vraiment, quand on voit les attitudes, on se pose beaucoup de questions. Quand vous avez un chef d'État, un entier chef d'État, excusez-moi, comme M. Alassane Dramane Ouattara, qui ose dire de haut de ses palmes académiques et de ne sais pas quoi, on me dit que les professeurs,
que non, les gens, les Maliens, les Maliens... Grand économiste africain. L'homme qui a sauvé l'économie du Japon, nous dit-on. Bon, les Maliens, c'est vraiment des petits enfants. Ils s'alignent sur la Russie qui n'a même pas qui a à peu près le niveau économique de l'Espagne, 11e position. Ça veut dire que ce gars-là, voilà un chef d'État, mais qui est complètement ignorant des réalités géopolitiques du monde. Il ne sait pas... Il ne fait pas semblant. Mais c'est même trop grave, même s'il fait semblant. Vous voyez, donc les gens qui sont à la tête de nos États, c'est-à-dire que même du point de vue de ce qu'on appelle l'information utile, ils ne l'ont pas. Avec des cerveaux cramés, peut-être, mais ils ne l'ont pas. Parce que quelqu'un qui avait quand même cette information aurait été un peu prudent dans ses déclarations. Parce que ce qui se passe en faisant même ces déclarations, sur le plan d'une réaction, n'est-ce pas, normale, sur le plan de sa propre sécurité, il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger. Vous savez que la Russie a la capacité électronique de faire brouiller, par exemple, les ondes et diriger même en avion, fût-il du président de la République, de vos républiques, dans des destinations inconnues. C'est possible, ils peuvent le faire. Ça ne coûte rien. Donc, je dis donc, voilà le type d'individus qui ont les destinées du peuple africain en main. C'est pour ça qu'il faut balayer ce monde-là. Il faut, par des mécanismes très subtils, et peut-être violents de temps en temps, les mettre de côté. Mais surtout, il faut redonner confiance à notre jeunesse. Et pour redonner confiance à notre jeunesse, cela ne signifie pas qu'il faut danser, tourner les fesses à longueur de journée. Ça ne sert à rien. Bon, le sport, ils ont abandonné le sport, disent-ils, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils veulent vendre, il faut que des spectacles. Et là, nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs gladiateurs. Il n'y a rien à faire. Mais il faut aller les titiller vers là où ça fait mal. Cette histoire de dire les coefficients intellectuels les plus importants, j'ai entendu qui a dit ça sur un plateau, que c'est vers les gars du Nord, parce que comme il fait froid là-bas, ils réfléchissent rapidement pour résoudre la complexité de la vie de ce côté. C'est enfantin une fois de plus. Les races qui ont le coefficient intellectuel le plus élevé au monde, ce sont les Noirs. C'est prouvé scientifiquement. Donc qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On peut faire des choses incroyables. Monsieur Ngos. Donc je pense sincèrement que ils ne continuent pas de le croire parce que la réaction monte et ils ne sont pas en train d'évaluer sérieusement cette évaluation. C'est comme l'eau qui bout. L'eau change de nature. Vous mettez le feu dedans, l'eau commence à changer. Il passe de, je ne sais pas, 30, 40, 50. Vous ne voyez encore rien. Vous dites, ah, c'est l'eau. 60, c'est l'eau. 70, c'est l'eau. 80, c'est l'eau. Vous allez vous rendre compte que ce n'est plus l'eau. Il n'est plus l'état liquide, mais là, plus l'état gazeux quand il va être au-delà de 100. Mais ça bouillonne là-dedans, ça change. Ça veut dire que qualitativement, cette eau est en train de changer, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est la surprise que nous a produit le Tchad. C'est-à-dire le peuple tchadien dans la rue. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mais c'est parce que les gens se basent sur de fausses analyses de la réalité historique du Tchad. Ils sont allés jusqu'à le monument que les Français ont mis là. Oui, la France libre a libéré Abéché en 1941. Les gars ont destruit ça, ils ont jeté. C'est vous qui les avez libérés? Ou bien c'est nous qui vous avons aidé à continuer le chemin? Ça veut dire que ces gens-là, dans leurs officines, ils ne réfléchissent pas. Quand on leur dit que l'Afrique est en train de changer, qu'ils auront affaire à la nouvelle génération, qui n'accepteront plus jamais d'être traités comme des esclaves, pour eux, ils pensent que nous sommes encore des gamins. Mais là, on a vu que ces gens ne valent rien. La famille s'installe même déjà chez eux. Le prix de l'énergie électrique et d'autres énergies est en train d'exploser en Occident. Même pour manger est devenu un problème. Au point où un parlementaire anglais a dit à ses concitoyens, vous allez commencer à vous habituer à manger une fois par jour. On dit, ah bon? Mais ces gens-là qui nous vendent les Nutella et tout ce que... Donc, ils sont... vous voyez, les centres d'achat même de blé et tout ce que vous voulez. On dit que nos pays achètent du blé chez eux. Est-ce qu'ils produisent du blé? Ils prennent le blé de la Russie et de l'Ukraine, ils l'amènent dans leur centrale d'achat européenne, que ce soit à Genève ou ce pas à Paris, et c'est là-bas qu'on achète. Et ils mettent encore le surplus dans leur poche. Ils nous regardent, ils rigolent, ils disent que regardez-moi les nègres là. Poutine est venu mettre France là. Il est venu nous ouvrir les yeux. Quand je parle de Poutine, je parle de la Russie et d'autres pays émergents, les BRICS. Et c'est pour cela que nous pensons aujourd'hui que le temps est arrivé pour qu'on puisse, une fois de plus, honorer les nôtres qui sont capables de produire des génies africains, mais surtout constituer des armées qui sont prêtes à se battre pour la bataille qui pointe à l'horizon là, qui sera une bataille d'une violence et d'une barbarie indescriptible. Ça, je peux vous l'assurer. Et on le voit déjà. Mais on se prépare, on fourbit nous aussi nos âmes, et c'est pour ça que Pan African TV est une arme merveilleuse aujourd'hui entre nos mains.
et nous ne pouvons que l'utiliser, même avec des propres satellites, à peu près comme les javelins qui sont envoyés aux soldats d'Azov sont récupérés par l'armée russe. et nous disons à Poutine, envoie-nous ces armes-là, parce qu'on va les utiliser sur notre sol contre les armées occidentales qui vont essayer de venir faire le petit malin chez nous. Merci. Merci à vous également, patient parfait d'homme d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.